Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Georges Perec, l'infraordinaire. L'infraordinaire, qu'est-ce que c'est ? L'infraordinaire, c'est le contraire de l'extraordinaire. C'est ces détails de la vie quotidienne qui intéressent Georges Perec depuis toujours et qui sont rassemblés ici dans quelques textes autour de cette notion d'infraordinaire, la notion de chose qui déjà l'intéressait dans son premier roman publié, Les Choses, et puis cette attention aux détails, aux objets, aux moments précis et à la totalité des choses minuscules qui sont partout, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, par exemple, ou liste de souvenirs, je me souviens, etc. Et donc il y a chez Perec une obsession pour cet infraordinaire. Voilà ce qu'il dit dans un texte qui ouvre ce livre. Approche de quoi ? Avec un point d'interrogation. Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. 5 colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter des platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans. Tant de morts et tant mieux pour l'information si les chiffres ne cessent d'augmenter. Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le significatif était toujours anormal, cataclysme naturel ou bouleversement historique, conflits sociaux, scandale politique. C'est ce qu'on a dans les journaux. Et c'est ce dont on parle habituellement, l'extraordinaire. Sauf qu'on est envahi par l'extraordinaire à tel point que, sans doute, l'extraordinaire devient ordinaire. Continuons la lecture de Perec. Là, je suis plutôt en train de commenter, peut-être avec un regard d'une époque différente aussi. Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté l'essentiel, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible. Le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de guerre, ils sont intolérables 24 heures sur 24. 365 jours par an. Là, tout d'un coup, l'extraordinaire, comme je le disais avant, devient ordinaire. On nous parle des grèves. Mais en fait, les problèmes sociaux, ils ont lieu aussi quand il n'y a pas de grève. S'il n'y avait pas de problèmes sociaux, il n'y aurait pas de grève. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle. Horrible. Terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale, le vrai scandale ? Le journal nous a-t-il dit autre chose que « Soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se passe des choses. » Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte ? Comment l'interroger ? Comment le décrire ? Voilà vraiment ce que cherche à faire Georges Perec. Décrire l'ordinaire et même ce qui est en dessous, ce qui est banal.
qu'on ne regarde pas. Or, c'est là que nous vivons, dans la banalité, la plupart du temps. Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème. Nous le vivons sans y penser. Comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. L'homme qui dort, encore un autre livre de Georges Perec. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? Comment parler des choses communes ? Comment les traquer plutôt ? Comment les débusquer ? Les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées ? Comment leur donner un sens, une langue, qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes ? Peut-être s'agit-il enfin de fonder notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique. L'idée d'une anthropologie de nous-mêmes, de nos propres sociétés. Je crois que ça se fait peut-être plus aujourd'hui que ça se faisait il y a quelques années du temps de Georges Perec. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Ce qui nous paraît ordinaire paraissait extraordinaire au XIXe siècle. Car il a existé cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Retrouver l'étonnement, cette idée d'un étonnement face à l'ordinaire, poser des questions à tout, c'est l'essence même sans doute de l'écriture du quotidien, mais pas seulement du quotidien, et du questionnement, peut-être du questionnement philosophique aussi. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes. Nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers. Et on sait que les escaliers ont beaucoup intéressé Georges Perec. On ne s'intéresse jamais assez aux escaliers, on ne parle jamais assez des escaliers. Il y a cette formulation-là que je crois avoir déformée, mais je ne sais plus la phrase exacte qui se trouve d'après ma mémoire dans Espèce d'espace. Donc, oui, les escaliers. Nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi ? Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Voilà une pratique fascinante. Questionnez vos petites cuillères. Tiens, ça me fait penser aux petites cuillères qui sont quelque part dans un tiroir chez moi, que j'ai gagné parce que j'ai loupé peu de répétitions à la fanfare où je joue, qui ont été pour certaines récupérées dans une rivière, où quelqu'un les avait jetées, on les a lavées, ou d'autres, d'où viennent-elles ? Parfois, c'est un mystère. Quelle forme elles ont, quelle longueur ? Il y en a une avec du plastique jaune autour, il y en a d'autres qui sont plus solides, certaines qui sont tordues. Tout ça raconte des histoires. Tout ça a finalement, quand on le regarde vraiment, beaucoup d'intérêt. Alors que généralement, la petite cuillère, on en prend une au bol. Est-ce qu'on la prend vraiment au bol ? On la met dans le bol, si on l'utilise dans un bol. Mais quand on l'a choisie le matin, moi je sais que je choisis d'abord celle que j'ai gagnée parce que j'ai loupé peu de répétitions à la fanfare. Et comme j'en ai gagné encore une récemment parce que je suis assez fidèle, ça me rappelle à chaque fois que j'appartiens à un groupe
Donc, interrogez les petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Aujourd'hui, on ne met plus vraiment de papier peint, mais justement, en décollant le papier peint, on trouve des choses. Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries? Pourquoi pas? Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus essentielles que tant d'autres au travers desquels nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Et donc, que fait Pérec? Après avoir fait cette introduction-là, il va interroger donc, et décrire et s'intéresser à des choses, des lieux ordinaires. Il y a d'abord un texte sur la rue Villain, rue où Pérec a passé une partie de sa vie, où il décrit à plusieurs dates cette rue. Et ce qui est fascinant, alors que le texte est purement descriptif, où il nous décrit simplement jeudi 27 février 1969 vers 16h. La rue Villain commence à la hauteur du numéro 29 de la rue des Couronnes, en face d'immeubles neufs des HLM récentes, qui ont déjà quelque chose de vieux. Sur la droite, côté père, un immeuble à 3 pans, une façade sur la rue Villain, une autre sur la rue des Couronnes, la troisième étroite décrivant le faible angle que font les deux rues entre elles. Au rez-de-chaussée, un café-restaurant à la devanture bleu ciel agrémenté de jaune. Et on nous décrit donc tout ce qu'on voit sur cette ville. Au 9, restaurant bar Marcel. Au 6, plomberie sanitaire. Au 6, coiffeur Soprani. Au 9 et 11, 2 boutiques fermées. Au 11, vilain laverie, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, il revient. 25 juin 1970. 13 janvier 71. Dimanche 5 novembre 72, 74, 75. Et voici la fin. 27 septembre 1975, vers 2h du matin. La quasi-totalité du côté impair est couverte de palissades en ciment. Sur l'une d'elles, un graffiti. Travail égale torture. Et on assiste en fait à la mort de cette rue, ou en tout cas à son agonie. Il y a de moins en moins de boutiques ou de restaurants qui sont ouverts. Il y a des palissades de plus en plus, des lieux qui sont démolis. Et donc, simplement en décrivant à plusieurs moments une rue, eh bien, il y a une réflexion sur le temps qui passe, sur la destruction. Il y a quelque chose qui nous rend mélancoliques. C'est presque un texte romantique, au fond, que cette description de la rue Villain sur 6 ans. Et puis, il y a d'autres textes qui sont dans l'infraordinaire. Il y a par exemple 243 cartes postales en couleur véritable, à Italo Calvino, où on lit chaque fois sur 3-4 lignes des cartes postales dont on se demande si elles sont écrites vraiment en vacances ou si elles sont imaginées, sans doute imaginées, mais est-ce qu'elles sont envoyées? Est-ce que Georges Perec les a envoyées à Italo Calvino dans un jeu entre deux Oulipiens, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et ces cartes postales sont souvent d'une banalité assez terrible. Nous avons planté la tente du côté d'Utica, Farniente et Dodo. On va à la plage. Je me suis fait plein de copains. Bon baiser. Ou bien, nous explorons la côte tropézienne. On se dort au soleil. Ah, ce qu'on est bien en bikini. Je me suis fait des tas d'amis. On t'embrasse. Alors là, évidemment, on peut s'imaginer que la personne qui écrit est une femme en bikini. J'imagine mal Georges Perec en bikini. Et souvent, il y a les coups de soleil, il y a toujours les mêmes clichés qui reviennent, mais avec des variations. Et c'est vraiment thème et variation, comme un air musical. Un grand bonjour d'Inverness. Beau temps pour la saison.
Bouffe correcte, on se muscle les mollets. 1000 pensées, là encore on se muscle les mollets, il y a un côté tout à fait cliché d'un texte qu'on écrit en vitesse pour ses amis, dans cette tradition qui se perd un peu peut-être de la carte postale aujourd'hui. On s'envoie des trucs par nos appareils et ça a peut-être moins de charme. Nous sommes en pleine forêt noire, temps de saison, excursion splendide, un peu de pêche au lancer, baiser. Et à part ces cartes postales, qui sont nombreuses et qui se ressemblent toutes, mais qui nous font un peu faire le tour du monde quand même, nous sommes aux belles vues, on reste longtemps sur la plage, je fais beaucoup de volets, on revient le 20. Voilà encore un exemple. Et puis il y a d'autres lieux tout autour de Beaubourg, au moment, je crois, de la construction du centre Pompidou à Beaubourg, ou bien promenade dans Londres, où on nous décrit la ville de Londres. La première fois que je vis Londres, je la trouvais franchement laide. Variation sur le début d'un autre livre. Et puis on entre dans Londres de cette façon-là, toujours par la description. Le Saint des Saints. Quel est le Saint des Saints? C'est le bureau. Là aussi, il va décrire minutieusement tout ce qu'il y a sur son bureau, au point d'ailleurs qu'il réécrit ce qu'il a déjà écrit, parce que ce qu'il y a aussi sur son bureau, c'est le texte qu'il est en train d'écrire. Et donc, avec une grande précision, on a tout un monde, tout un univers qui n'est pas qu'un univers physique, mais aussi un univers mental qui se crée simplement en décrivant le bureau. Ou alors, autre univers, tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgités au cours de l'année 1974. 9 bouillons de bœuf, un potage aux concombres glacés, une soupe aux moules. 2 andouilles de guéméné, une andouillette en gelée, une charcuterie italienne, un cervelas, 4 charcutailles, une coppa, 3 cochonailles, une figatelli, etc., etc. On a la liste donc de tout ce qu'a mangé Georges Perec, ou du moins une tentative d'inventaire. Comment il écrit ceci? Est-ce qu'après chaque repas, il prend note de ce qu'il a mangé, ou est-ce que c'est de mémoire? Il y a là encore une attention à quelque chose, évidemment, qu'on regarde avec peu d'intérêt d'habitude, ce qu'on mange. On se souvient peut-être d'un repas extraordinaire où on a mangé quelque chose de fantastique, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai mangé à mon petit déjeuner ce matin. Quoique, c'est 2 tartines avec du beurre et de la gelée au coin. Bon, mais voilà, est-ce que ça me serait venu à l'idée si je n'avais pas lu ceci? Voilà ce qu'a bu aussi Georges Perec. Moi, ce matin, c'était un café. 56 Armagnac, un Bourbon, 8 Calvados, une cerise à l'eau de vie, 6 Chartreuses vertes. Alors évidemment, il passe presque pour alcoolique quand on lit ceci. Bon, c'est sur une année entière. Visiblement, il boit beaucoup d'Armagnac, parce que les autres boissons, c'est 1 ou 2. Il y a 36 vodka quand même, une Suze. Moi, j'en ai bu un peu plus déjà cette année. Voilà. Et puis bon, il y a encore d'autres textes qui s'intéressent donc à cet infraordinaire, ce qu'on mange, ce qu'on voit, les rues qu'on traverse, les cartes postales qu'on envoie, etc. Et au fond, on a cette impression, après avoir lu ça, de mieux connaître Georges Perec et son époque, parce qu'évidemment, c'est daté tout ça des années 1970, pour le dire à ma façon suisse. Eh bien, tout d'un coup, cette époque que je n'ai pas connue, elle revient ou elle vient s'incarner à travers ce qu'en dit Perec. Beaubourg, sa construction, la rue Villain, sa destruction plutôt, certaines habitudes culinaires ou certaines habitudes touristiques ou certaines habitudes sur le bureau, un bureau où il n'y a pas encore d'ordinateur,
Bien, tout ça, ça permet de manière extrêmement précise de se faire une idée d'un monde, d'une époque. Le monde et l'époque de Georges Perec par l'Infra.